J'ai le plaisir de vous présenter Mona de Racontal, qui est une traductrice de l'anglais vers le français, qui a traduit une longue liste que je ne vais pas lire, mais c'est vraiment qui a une très grande expérience en traduction de l'anglais. Et elle m'a raconté avant que justement le livre L'autre moitié du soleil, qu'elle a traduit de C.N. Adichie, qui a eu le prix Baudelaire de la traduction, il parle justement de la guerre du Biafra, et le projet sur lequel elle travaille ici, c'est The Road to the Country de Chigozie Obioma, et ce texte, donc plus que 10 ans plus tard, part aussi de cette guerre du Biafra, donc c'est au sud du Nigeria, si je ne me trompe pas, et c'était en fait une coïncidence, donc, et c'est très, très joli qu'elle est tombée de nouveau sur cette région, et elle va nous parler de ce grand projet qui fera à la fin un pavé d'environ 700 pages, elle m'a dit. Voilà. Bonsoir, bonsoir et rebonsoir. Pour clore cette soirée, je vais surtout vous lire de ma traduction, puisque j'ai la chance de traduire vers une langue que nous avons tous en commun. Je vais vous lire le tout début du roman, mais quand même quelques mots avant. Il s'agit donc de The Road to the Country, qui est le 3e roman de Chigozie Obioma et qui va sortir la semaine prochaine chez Penguin Random House, et ma traduction ne saurait tarder à la suivre dans la publication. Chigozie Obioma a moins de 40 ans, est déjà un des grands noms de la littérature nigériane contemporaine et même de la littérature tout court. Ses 2 premiers romans, Les pêcheurs et La prière des oiseaux, là je vous donne les titres français, donc dans la traduction de Serge Chauvin, publiée aux éditions de l'Olivier en 2016 et 2019. Leur version originale en anglais ont tous les 2 été sélectionnés pour le Booker Prize. Donc c'est un des rares écrivains qui a été jusqu'à présent finaliste pour toute son œuvre. On lui souhaite encore mieux pour le 3e. Et surtout, il est traduit dans plus de 30 langues, ce qui est quelque chose qui nous parle, à nous traducteurs. Traduit donc de l'anglais, puisque Obioma écrit en anglais, étant nigérian, mais pas tout à fait que de l'anglais. Obioma a grandi dans l'ouest du Nigeria, en parlant anglais et yoruba, qui est la langue qu'on parle beaucoup dans l'ouest du Nigeria, mais il est en fait Igbo, c'est-à-dire les Igbo, c'est tout le sud-est. Donc à la maison, il parlait également Igbo. D'être trilingue ou multilingue, c'est quelque chose d'assez fréquent en Afrique, comme vous le savez, et fréquent aussi au Nigeria, qui est un vaste pays et qui a une très grande pluralité ethnique et linguistique, avec plus de 250 langues reconnues, l'anglais, 3 langues principales, les langues des 3 grandes régions, l'Igbo au sud-est, le Yoruba, le Haoussa, et puis bien sûr, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, même si c'est passionnant, parce que je sais que j'arrive à la fin de l'heure. Mais tout ça pour vous dire que The Road to the Country, qui parle de ce que nous appelons la guerre du Biafra, ce que les Biafrais appelaient plutôt la guerre Nigeria-Biafra, pour montrer, est écrit en anglais avec du Nigerian Pidgin, qui est le créole, si on peut dire, du Nigeria, et puis des bribes d'Igbo, de Yoruba, de Haoussa même. Donc, ce dont je ne veux pas vous parler, mais que j'évoque, c'est tout le travail de traduction pour rendre compte de cette mosaïque, de ce tissage de langue qui est profondément politique quand on parle d'une guerre civile, et même de toute façon. Donc, La route qui mène au pays, ce qui serait le titre que j'aimerais qu'on donne au roman en français, suit un personnage, Kunle, depuis ses 20 ans, jusqu'à ses 23 ans, et surtout de la veille de la guerre,
à la fin de la guerre. Le Nigeria est indépendant depuis 20 ans, depuis 1947. En 1967, cette partie du sud-est, peuplée par des millions d'Ibo, hein, aujourd'hui c'est 45 à 50 millions, enfin c'est grand comme territoire, déclare son indépendance et fait sécession. Et c'est le début de la répression et d'une guerre terrible qui se termine 3 ans plus tard par la défaite du Biafra. Il y a un autre fil rouge dans le roman qui le traverse par de courts chapitres au milieu du récit. C'est des chapitres où on voit la vision du devin, l'oracle d'Ifa. Le culte d'Ifa, c'est à la fois un culte et un système de divination yoruba. Et il y a une dimension spirituelle assez forte dans ce roman, représentée par ce personnage et par ses visions. Et en 1947, donc au moment de l'indépendance du Nigeria, le devin a une vision où c'est le soir de la naissance de Kunle, et il voit son étoile et il voit sa vie, et à travers sa vie et ce qui s'y passe à l'âge de 20 ans, tout le destin du pays. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous lire ce tout début. Naissance de l'étoile. La route qui mène aux collines est ténue dans l'obscurité. Vue de jour, elle se présente comme un chemin en ligne droite. La nuit, elle acquiert un caractère mystique, paraissant sinueuse et beaucoup plus longue. Mais dès que l'oracle traverse le ruisseau, la route se fait plus distincte et luit sous l'œil de la lune, comme si elle l'attendait patiemment. Au pied des collines, les arbres sont fins et courts, mais leurs feuilles, comme celles de tous les vieux arbres, portent en elles une histoire locale de l'univers. And now, having reached the summit of the hill, he stands in triumph. The star he's been following for much of the night has dissolved into a mosaic of colors, a bright purplish mass ringed with scattered archipelagos of yellow and crimson. He stands under the fugitive colors of its light, teetering on the verge of tears. Et maintenant qu'il atteint le sommet de la colline, il se dresse triomphalement. L'étoile qui l'a suivi une bonne part de la nuit s'est fondue en une mosaïque de couleurs, une masse vive et violacée, entourée d'archipels épars de jaune et de pourpre. Il se tient sous les couleurs fugaces de sa lumière, titubant au bord des larmes. L'oracle déroule tout d'abord la natte de raffia, puis il dépose les objets qu'il a apportés. Une bassine en argent, une demi-jeanne pleine d'eau, une amulette en chapelet de kauris et dents de serpent. Accablé par le poids des rêves, il vide la demi-jeanne dans la bassine. The water stirs, bubbles up and settles, its dark surface creased with spots of bluish starlight. L'eau s'agite, bouillonne puis se calme, et des taches de lumière d'étoiles bleutées plissent sa surface sombre. Il se sent parcouru d'un frisson fiévreux, car il sait qu'il se rapproche du moment où la vision d'Ifa commencera, faisant de lui le témoin de l'avenir de l'enfant qui s'apprête à naître. Il n'a accompli ce rituel que 2 fois dans sa vie. Une sous la supervision de son maître il y a 10 ans, en 1937, et l'autre par lui-même, 3 ans plus tard. Il vient à ces collines porteur de la dignité du transgresseur, sachant qu'il recherche cette vision en partie pour son propre salut. Depuis la mort de son épouse tant aimée, le chagrin a dépouillé sa vie de toute raison d'être, et il ne souhaite plus rien d'autre que comprendre un jour ce qu'elle est devenue. Il serre l'amulette entre ses doigts et lève les yeux vers l'horizon qui se contracte, se replie vers le centre où rayonne l'imposante étoile qu'il est venu observer. The star combusts in a spasm of light and falls, tracing down like a flaming spear. L'étoile se consume dans un spasme de lumière et tombe, filant comme une lance enflammée. Elle s'immobilise juste au-dessus de la colline, au-dessus de la tête de l'oracle, le noyant, lui et la bassine, dans sa lumière bleutée. L'oracle retient son souffle car il sait ce que cela signifie. La personne dont l'étoile tombe du ciel et y remonte
sera l'un des êtres les plus rares de l'humanité. Un Abadi Eda, quelqu'un qui mourra et reviendra à la vie. « Baba, tu as vu ?» demande l'oracle, tendant le doigt vers le ciel comme si son maître, mort il y a 2 ans, pouvait voir ce qui se passe. Cela fait si longtemps qu'il veut vivre ce miracle galactique dont son maître lui a souvent parlé, témoigner de la vision d'une vie qui défiera la mort. Après 25 années de pratique de divination astrale, il la contemple. L'oracle jette l'amulette dans la bassine. L'eau bouillonne, se calme. Les ondulations s'étalent en une gyre toujours plus large. L'oracle entend alors des voix, d'abord distantes et indistinctes, comme si les mondes inconnus et familiers se fondaient l'un dans l'autre, venant d'époques et de plans d'existence différents. Les couleurs s'enflamment dans ses yeux, tandis que des voix jaillissent, s'éteignent et montent à nouveau du chaos. Tout du long, il murmure des incantations. Autour de lui, la nuit s'épaissit. Attirés par l'étrange lumière de la bassine, des insectes l'assaillent et des chauves-souris volettent dans les arbres voisins. Au début, la vision a du grain, comme filtrée par une vitre mouillée. Mais lentement, les images se précisent. Paraît alors la silhouette d'un homme, debout dans une chambre, une ampoule jaune pendue au plafond par 2 fils électriques colorés. L'homme est jeune, il a le teint foncé, le visage enfantin. Il regarde par la fenêtre. As if he has slid from the old universe into the vision's new future one, the seer finds that he can see the same things as the unborn mind can in the vision. Comme s'il avait glissé de l'univers ancien à celui nouveau et à venir de la vision, l'oracle découvre qu'il peut voir ce que l'homme à naître voit. Il regarde quelques instants par les yeux de l'homme à naître, fasciné, baignant dans la lumière de ce monde encore incréé. Merci.